Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences et d'informations autour du cancer et des soins de support. Pour mener à bien cette mission, j'accueillerai à mon micro des patients qui nous raconteront leur histoire, mais aussi l'entourage proche, les aidants, les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour, Abigail. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Cancéro. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ta disponibilité. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, s'il te plaît, pour nous dire qui tu es et ce que tu fais au sein de l'hôpital de Reims ? Alors, donc moi je suis Mélanie Bergot, je suis diététicienne nutritionniste au CHU à Reims depuis une quinzaine d'années maintenant. Actuellement, je travaille sur le service de l'UMA-CH, donc au CHU. Donc j'accompagne au niveau de la nutrition et de l'alimentation les patients qui sont suivis en chimiothérapie ou en immunothérapie pour divers cancers. Donc voilà, des cancers assez variés. Ok. Très bien, j'ai plein de questions à te poser au vu de ta spécialité. Je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir te questionner sur ces sujets-là, parce que c'est vrai que moi j'ai des patients qui, au comptoir, me posent beaucoup de questions sur l'alimentation. Ils sont en traitement et c'est vrai qu'ils ont envie de bien faire. Et c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, on a des idées reçues parfois, et donc voilà, donc j'ai plein de questions à te poser et je suis vraiment super contente qu'on puisse faire un point ensemble sur tout ça. Je suis ravie aussi. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les recommandations nutritionnelles ? On va dire qu'on est dans un cas de figure assez général, où le patient n'est pas dénutri, il n'a pas de difficultés dans son alimentation au quotidien, mais il est traité avec des chimiothérapies, il est en début de cure. Voilà, quels sont tes conseils pour ces patients-là ? Alors mon conseil principal, on va dire, c'est de garder finalement l'alimentation la plus normale possible. Ne surtout pas changer ses habitudes alimentaires, en essayant effectivement d'avoir une alimentation la plus équilibrée et la plus variée possible. Coller finalement au plus proche aux recommandations de la santé, pour garder une bonne santé en général. Donc c'est les repères du PNNS finalement. Donc ça va être d'essayer d'avoir à chaque repas, déjà d'avoir des repas réguliers. Ça, je pense que ça va être vraiment la priorité. D'éviter peut-être au maximum les grignotages, d'avoir aussi la présence un petit peu de tous les groupes d'aliments, donc c'est-à-dire des aliments qui vont apporter les protéines, comme la viande, le poisson, les œufs. Essayer d'avoir aussi des aliments qui vont apporter les vitamines, les fibres, donc les fruits et les légumes. Si on veut se fier aux petits repères, 5 fruits et légumes par jour, même si on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Notre famille des sucres lents, pour justement avoir de l'énergie disponible tout au long de la journée. Les produits laitiers, qui ne sont surtout pas à bannir. C'est vrai que souvent on entend des choses sur les produits laitiers qui ne sont pas forcément toujours fondées. Et puis quand même un petit peu de matière grasse et du plaisir sous forme quand même de produits sucrés qu'on peut consommer de temps en temps, encore une fois, pour avoir cette petite notion de plaisir. Et toi, tu recommandes 3 ou 4 repas ? Alors ça, honnêtement, il n'y a pas de... Finalement, c'est à chacun de trouver son rythme. Et peut-être que d'une journée à l'autre, on n'aura pas le même rythme. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir à la fin de sa journée l'énergie nécessaire à l'organisme, les nutriments nécessaires et les vitamines nécessaires pour justement apporter au corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner normalement. Donc peut-être que certains jours, on aura besoin de 3 repas. Peut-être que d'autres jours, on en aura besoin de 5. Le tout, c'est vraiment d'avoir son apport sur la journée. D'accord. Et est-ce que tu conseilles
qu'il y ait des repas, par exemple, plus conséquents le matin et un peu moins conséquents le midi et encore un peu moins le soir. J'avais lu ça dans les recommandations et aussi le rapport protéines-glucides qui doit être du coup en faveur des protéines le matin et plus en faveur des glucides le soir. Alors, au niveau justement de la richesse des repas, donc effectivement, souvent, on peut conseiller d'avoir un repas un petit peu plus léger le soir, pas forcément parce que on va plus assimiler ce qu'on consomme le soir, c'est plus finalement une question de digestion. C'est vrai que plus le repas va être riche et plus il va être lourd, on va dire, plus l'organisme va mettre du temps à le digérer et du coup, si on est en train de digérer, ça peut impacter le sommeil. Donc ça peut jouer sur l'endormissement et faire que l'endormissement va se faire plus tardivement. Donc après, il n'y a pas forcément le tout, encore une fois, c'est d'avoir sur sa journée l'énergie nécessaire à son corps et ça, c'est propre à chacun. D'accord, donc on adapte en fonction de sa situation personnelle. Au final, c'est le maître mot. Il faut se recentrer, je pense que c'est l'essentiel et c'est vraiment des notions qu'on n'avait peut-être pas il y a quelques années. Il faut vraiment se recentrer sur ses sensations alimentaires, c'est-à-dire manger quand on a faim, s'arrêter quand on n'a plus faim et pas forcément manger telle chose ou telle chose parce que c'est ce qui est recommandé et parce que c'est ce dont on a besoin. Voilà, je pense qu'on doit savoir, après il faut savoir ressentir et distinguer la sensation de satiété et la sensation de faim. Mais c'est vachement difficile tout ça parce qu'en fait on est tellement conditionné aussi au niveau social à avoir des horaires de repas et à manger avec les collègues, les amis. Au final on est conditionné à manger sur des horaires où on n'a pas forcément faim. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est pas toujours évident, notamment quand on est dans la vie active. Donc après, c'est savoir peut-être effectivement quand on mange avec ses collègues et quand on a peut-être sa gamelle à emporter, emporter effectivement tout son repas dans sa gamelle. Mais par contre, voilà, si après le plat principal on n'a plus faim, savoir s'arrêter et savoir qu'effectivement dans la journée, si on a un petit creux, on va pas aller chercher le carré de chocolat dans le tiroir, mais peut-être aller manger le bout de fromage ou le petit fruit qu'on n'a pas pu consommer le midi. D'accord. Et sur les produits laitiers, il y avait du coup certaines personnes qui pensaient devoir restreindre ce genre de produits. Est-ce que tu peux rappeler du coup les qualités alimentaires qui sont essentielles sur ce groupe des produits laitiers ? Tout à fait. Alors donc les produits laitiers, ils vont avoir deux qualités essentiel et de nutriments, enfin un nutriment et un minéral essentiel. Donc on va avoir le principal nutriment essentiel, enfin important du produit laitier, ça va être les protéines, qui vont être quelque chose de très important, encore plus en période de traitement. Et puis on va avoir aussi le calcium, qui est quand même aussi quelque chose d'essentiel pour prévenir plein de sortes de pathologies, notamment pour les femmes, tout ce qui est les risques d'ostéoporose. Ok, super. Donc là, on a fait le tour des recommandations générales. Et donc malheureusement, les patients en traitement peuvent faire face à une dénutrition. Est-ce que tu peux nous expliquer le mécanisme de la dénutrition dans les traitements et puis qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour du coup pallier à tout ça et faire en sorte que voilà, il n'y ait pas une dégringolade au niveau du poids et que le patient pour pouvoir suivre tous ces traitements correctement n'ait pas une perte de poids trop importante. Alors effectivement, bien souvent, moi je l'entends très, très souvent quand je rencontre des patients au sein de mon activité, des gens qui me disent « Ah mais de toute façon, j'ai un cancer, je suis en traitement, je vais maigrir ». Alors ça c'est quelque chose effectivement, je pense qu'il faut casser un petit peu. C'est pas parce qu'on a un cancer que c'est normal de maigrir. Au contraire, on sait très bien que quelqu'un qui va être bien nutri, qui va avoir un poids qui va rester relativement stable, a de meilleures chances déjà de bien recevoir le traitement et puis surtout aussi que le traitement soit le plus efficace possible. Donc c'est vrai que là, on a vu un petit peu toutes les recommandations à suivre quand on est bien et que l'appétit est présent. Là, c'est vrai que dans des cas de certains cancers ou même de certains traitements, il peut y avoir des effets indésirables en fait,
fait qui impactent directement ou indirectement l'appétit et la façon de s'alimenter. Quand je dis ça, je pense au manque d'appétit, à la fatigue, aux nausées, aux troubles digestifs. Enfin, voilà, on pourrait en citer plein. Les troubles du goût aussi, parce que certains patients nous rapportent que depuis qu'ils ont leur traitement, ils ont le goût qui est presque déformé, ils ont des goûts métalliques dans la bouche, enfin des sensations très très désagréables qui font que on les comprend, on n'a pas envie de manger dans ces cas-là. Tout à fait, donc dans ces cas-là, effectivement, l'alimentation devient assez compliquée. Il peut parfois y avoir aussi certains groupes d'aliments qu'on n'arrive plus du tout à consommer. Tu parlais du goût métallique, c'est vrai que souvent, les aliments qui sont riches en fer, notamment, peuvent accentuer ce goût métallique. Et c'est vrai que c'est des aliments qui sont évincés finalement du panel alimentaire de la personne ou du patient et qui en deviennent désagréables. Je pense que voilà, faut vraiment remettre ça au centre, on va dire. Il faut se dire que même en traitement, l'alimentation, voilà, elle doit garder, et en tout cas on est là pour ça, elle doit garder cette dimension de plaisir qu'on perd un petit peu et très souvent au moment des traitements. Donc c'est vrai que toutes les recommandations qu'on a pu voir, il faut peut-être les assouplir un petit peu quand justement il y a des troubles comme ça qui peuvent apparaître et que le panel des aliments qu'on peut consommer se restreint. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'on va plutôt avoir tendance à dire de justement multiplier les prises alimentaires, de peut-être lever les restrictions, hein. C'est vrai que voilà, si effectivement on a envie de manger un petit peu plus de bonbons que d'habitude, ou si on a un petit peu moins envie de manger de légumes que d'habitude, peut-être pas se forcer à le faire. Vraiment se dire que l'essentiel, c'est de réussir à apporter du carburant à l'organisme, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui sera consommé, même si l'équilibre alimentaire est plus trop là, même si la variété n'est plus là non plus, voilà. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'apporter ce fameux carburant et de réussir à stabiliser le poids le mieux possible. Oui, donc au final, face à un patient qui est en difficulté vis-à-vis de son alimentation, où il y a un risque de dénutrition à terme, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est d'écouter ses sensations et d'aller vers des groupes d'aliments qui nous font plaisir, qui nous font envie, sans trop se préoccuper au final des recommandations de base, mais réussir quand même à manger tout de même, malgré tout, pour éviter au maximum les pertes de poids. Effectivement, donc là c'est vrai que voilà, l'essentiel quand même, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut réussir à faire aussi, c'est se dire que finalement au sein de tous les groupes d'aliments, il y a quand même, dans un groupe d'aliments finalement il y a quand même beaucoup d'aliments. Donc en règle générale, on arrive toujours à trouver au sein du groupe d'aliments un aliment qui peut faire plaisir ou qui peut passer ou qui peut contenter le palais, qui peut ne pas faire mal. Donc le tout c'est ça, c'est se dire que mon groupe d'aliments il est quand même riche de plein d'aliments et que finalement à un moment donné je vais quand même, alors certes peut-être toujours manger la même chose, toujours piocher le même aliment au sein du groupe, mais que ça c'est pas grave et qu'il faut surtout pas que j'aille me forcer à manger un aliment qui ne passera pas dans tous les cas. Ah ouais, complètement. Ça me fait penser, par exemple, des patients qui ont des nausées, des vomissements. Au final, nous, le conseil qu'on leur apporte au comptoir, c'est en effet de fractionner les repas pour ne pas avoir l'estomac trop lourd et pas renvoyer, et de manger froid, de manger sans odeur, et c'est vrai qu'en allant vers des aliments peut-être un peu moins odorants et un peu plus basiques, ou en tout cas sans odeur, on peut vraiment améliorer la qualité de l'alimentation. Oui, tout à fait, je pense que en fait c'est ça, c'est qu'en fait souvent les aliments froids ou frais, on n'a pas ce phénomène de cuisson, parce que souvent c'est la cuisson qui va dégager beaucoup d'odeur. Donc c'est vrai que souvent, effectivement, on conseille aux gens qui sont nauséeux d'aller plutôt sur des aliments froids, parce que justement il y aura pas ces odeurs de cuisson qui vont se dégager. Et après c'est vrai que tu disais manger les choses les plus neutres et basiques possibles. C'est vrai que souvent c'est ce que je dis aux patients, de repartir un peu sur une alimentation de bébé, donc les jambons coquillettes, effectivement les petits fromages fondus, justement nos fameux produits laitiers, les laitages, c'est vrai que les yaourts, les fromages blancs, en règle générale c'est des choses assez neutres qui sont fraîches, qui sont quand même en plus
agréables dans des bouches qui ne sont pas toujours très agréables, elles, pour le coup. Donc c'est vrai que souvent, les aliments frais ont tendance à être quand même plus facilement acceptés et peuvent justement moins majorer cet état nauséeux qui est déjà un petit peu présent avec beaucoup de traitements. Et qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, pour un patient qui a des mucites qui, malheureusement, a cet effet indésirable-là des traitements? Je sais que ça peut être très, très handicapant pour les patients. Pour ça, on fait des bains de bouche de bicarbonate en préventif. Mais en termes d'alimentation, on nous dit toujours d'éviter les alimentations qui peuvent provoquer des aftes. Ça majore le risque de mucite, et est-ce que tu peux nous dire quels sont les aliments concernés? Donc effectivement, les aliments qui peuvent provoquer des aftes, c'est vrai que c'est tous les oléagineux, notamment les noix. On a aussi tout ce qui est emmental, gruyère. C'est vrai que c'est des aliments qui ont la réputation de pouvoir créer des aftes chez certaines personnes. Tant que la mucite n'est pas là, moi, ce n'est pas des aliments que je déconseille aux personnes s'ils ne sont pas sujets habituellement aux aftes. Donc après, sans manger non plus le kilo de noix et le kilo d'emmental. Mais en tout cas, ce ne sont pas des aliments que je vais leur demander d'évincer de leur alimentation s'ils n'y sont pas sensibles en temps normal. Après, c'est vrai que lorsque la mucite apparaît et est là, c'est vrai qu'il y a des petites choses quand même qu'on peut mettre en place pour justement ne pas venir agresser, on va dire, la muqueuse buccale et pas accentuer la douleur ou le picotement. Donc c'est vrai que dans ces périodes-là, le mieux c'est quand même de manger des choses assez lisses, sans trop de morceaux ou sans trop de choses râpeuses. Donc c'est vrai qu'une texture mixée ou plutôt sous forme de purée, c'est peut-être une texture à privilégier. Éviter aussi les choses trop assaisonnées, mais ça en règle générale les gens le font d'eux-mêmes. Oui, c'est assez naturel. C'est assez naturel d'évincer voilà, les choses piquantes. Donc en tout cas, voilà, ce qui va primer, c'est une alimentation plutôt lisse, sans trop de morceaux. C'est vrai qu'on a tendance à dire peut-être de manger froid, c'est pas forcément le bon conseil. Justement, en cas de mucite, il faut ni manger trop chaud, ni manger trop froid, mais plutôt à température ambiante et plutôt tiède. Et pareil, plutôt des aliments qui n'ont pas de goût trop fort ou qui ne sont pas trop relevés. Alors là, du coup, on vient d'aborder les recommandations nutritionnelles générales et dans le cadre où un patient perdrait beaucoup de poids, quelles sont les solutions pour qu'il regagne en masse? Moi, je sais qu'à la pharmacie, on a des petites bouteilles de CNO, donc les compléments nutritionnels oraux, et c'est vrai que quand le patient est dénutri, souvent on voit ces prescriptions-là à 2 par jour, le temps que le patient regagne son poids. Comment ça se passe, vous, dans le service? C'est quoi vos critères pour prescrire les CNO, et c'est quoi les bonnes règles, on va dire, d'utilisation? Alors effectivement, bien souvent, justement, c'est un petit peu la base de ma prise en charge, on va dire. C'est vrai qu'en règle générale, on essaye toujours de faire avec l'alimentation, dont on vient de parler. Donc c'est vrai qu'après avoir donné ces divers conseils, après avoir encouragé les gens quand ils ont peu d'appétit à fractionner les prises alimentaires, à enrichir aussi un petit peu leur préparation, puisque c'est vrai qu'on peut enrichir, on va dire, naturellement les plats ou les boissons, pour que même sous des petits volumes, ils puissent apporter un maximum d'énergie et de protéines. Quand on voit qu'en fait ces conseils-là ne fonctionnent pas, on peut être amené à proposer effectivement les fameux compléments nutritionnels oraux. Comment tu fais pour enrichir au naturel? Ça m'intéresse parce que du coup... Alors comment on fait pour enrichir en naturel? Donc le principe en fait de l'enrichissement, ça va être de garder d'avoir un petit volume, mais du coup le rendre le plus riche possible, soit en calories, soit en protéines, soit les deux à la fois. Donc l'enrichissement en calories, ça va passer par le fait de rajouter donc des choses, encore une fois, dans la préparation qui ne vont pas augmenter le volume de ton plat. Donc c'est vrai qu'en règle générale, ça va être soit des matières grasses, donc c'est vrai que ça va être effectivement peut-être rajouter de la crème fraîche ou de l'huile, ou alors mettre dans les plats, ou alors là où on mettait plutôt une noisette de beurre, mettre une noix. Toutes ces petites choses-là, finalement, on ne se rend pas compte, mais mis bout à bout sur une journée,
ça peut peser dans la balance. Donc ça, c'est plutôt pour tous les plats qui sont à consonance, on va dire, un petit peu salés. Pour tout ce qui est plutôt à consonance sucrée, justement, ça va être de rajouter du miel, de la confiture, du sirop dans une boisson. Voilà. Utiliser aussi peut-être des produits au lait entier plutôt qu'au lait demi-écrémé. Enfin, voilà, c'est plein de petits trucs, plein de petites astuces. C'est vrai que comme ça, dit comme ça, on se dit ouais, bon, ça va pas changer grand-chose. Mais si finalement on le fait sur plein de plats ou d'aliments sur la journée, à la fin de la journée, ça peut peser dans la balance. Donc pour tout ça, là, tout ce qu'on vient d'énumérer, c'est plutôt pour tout ce qui est calories. On peut faire le même système avec les protéines. Donc, au niveau protéique, comment on va enrichir en protéines une préparation ? Ça va être, par exemple, mettre du fromage râpé dans une soupe, mettre un peu de parmesan dans une purée, mettre un œuf dans une purée. Tout ça, ça va pas augmenter le volume de ton plat, mais ça va faire qu'il va être tout de suite un petit peu plus riche. Ok, super. Et du coup, les CNO. Les CNO, justement, c'est quand ces enrichissements n'ont pas suffi. On peut proposer effectivement des compléments nutritionnels oraux. Donc, c'est des produits qui sont délivrés sur prescription médicale, qui sont délivrés par la pharmacie. Donc, en règle générale, nous, ici, au sein de l'UMA, ces compléments, ils sont délivrés suite à mon passage, puisque c'est vrai qu'il y a quand même une grosse gamme de compléments alimentaires qui ne vont pas apporter tous la même quantité de calories, de protéines. Et en fait, en fonction du déficit qu'on peut constater dans l'alimentation du patient, on va préconiser plutôt tel ou tel complément, en fonction de sa richesse en calories ou en protéines. Donc après, il y a aussi différents formats. Donc ça, c'est plutôt à faire tester aux patients. Il y a les formes liquides, il y a les crèmes, il y a les potages, il y a les yaourts. C'est vrai que voilà, je pense que maintenant, il y a une certaine diversité qui fait que chacun peut y trouver plus ou moins son compte et un produit qui peut lui convenir. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter non plus. Si vraiment un patient, on dit qu'il ne consomme pas son complément alimentaire, il ne faut pas hésiter à essayer de lui proposer d'autres formes pour justement pas abandonner ce complément, mais peut-être juste trouver le format qui est le plus approprié pour lui. Et à partir de combien de perte de poids tu conseilles une prescription de CNO ? De CNO, alors normalement, c'est justement quand on commence à constater une perte de poids, alors si on doit rentrer un petit peu dans les détails, donc si on a une perte de 5% du poids en un mois ou 10% en 6 mois, et des prises alimentaires qui sont inférieures aux 2/3 des portions habituelles, ça c'est un critère qui doit déclencher la mise en place de compléments nutritionnels oraux. Donc, après... Oui, parce que ça peut être très progressif. Au final, ça correspond par exemple à une personne de 60 kg qui en 6 mois perdrait 1 kg par mois, 6 kg. En fait, ça paraît pas énorme. Non. Elle passe du coup de 60 à 54 kg. En 6 mois, ça paraît pas énorme. Et pour autant, on est déjà au stade de la dénutrition. Tout à fait, on est aux prémices. Donc c'est vrai que bien souvent, on a tendance à introduire ces compléments alimentaires trop tardivement, finalement. Et donc du coup, forcément, ils sont pas à leur efficacité maximale parce que justement... C'est plus dur à remonter, c'est plus dur à récupérer. Bien sûr, plus dur à récupérer. Donc c'est vrai que ces compléments, faut y penser. Après, c'est vrai que pour justement parce que bon, là on est dans des calculs, les 2/3 des apports, tout ça c'est compliqué à chiffrer aussi et à se rendre compte. Donc il y a quand même une petite échelle. Je ne sais pas si vous connaissez le CEFI. Donc c'est une réglette analogique qui peut permettre un dépistage justement des baisses de prise alimentaire, même au comptoir pour les pharmaciens. Et en fait, du coup, ça montre un petit peu justement le patient, comme la réglette de la douleur, place son petit curseur et ça permet directement d'identifier un petit peu à combien il en est de ses prises alimentaires et voilà. D'accord. Et la baisse des prises du coup aussi. Et toi, tu observes dans ta pratique que des patients qui sont détectés tôt dans leur dénutrition et qui prennent bien les CNO, c'est vraiment des patients qui s'en sortent mieux, entre guillemets, enfin tu vois le réel impact de l'apport des CNO face à ceux qui n'en prennent pas. Alors, effectivement, des CNO, mais aussi des conseils.
nutritionnels. Je pense que c'est vraiment les deux qui sont importants. Et les conseils nutritionnels en amont et le recours au CNO si vraiment les conseils de base ne suffisent pas. Et c'est vrai que je pense qu'effectivement, une malnutrition, une dénutrition qui est dépistée précocement, forcément, c'est des meilleures chances pour les patients de mener le traitement à terme, d'éviter aussi peut-être les hospitalisations un peu intempestives et qu'il peut y avoir que du bénéfice à détecter cette dénutrition précocement, ou en tout cas ces risques de dénutrition. J'ai envie de dire que voilà, quand la dénutrition est déjà là, c'est peut-être déjà un petit peu trop tard. Mais là, c'est la pharmacienne d'officine qui parle. Mais c'est vrai que les CNO, faut pas du tout en avoir une image de trucs dégueux. Horrible. Impossible à manger. Enfin, ça, c'est vraiment plus du tout le cas maintenant. Enfin, les crèmes dessert, pour les avoir goûtées, elles sont très bonnes. Ils se sont améliorés, je pense, dans les recettes. Au niveau de la texture, au niveau du aussi. goût. Ouais. Et puis, faut vraiment pas hésiter à varier, en effet, parce que c'est sûr que si on mange tous les jours 2 crèmes vanille, on va très vite se lasser. Mais si on va sur un riz au lait, un jus, un milkshake, un yaourt... Voilà, exactement. Il y a plein de sortes maintenant, et il y a tellement de parfums. Et puis même après, on peut aussi varier, alors en mettant au frigo, en mettant au congélateur, en incorporant dans des gâteaux, par exemple. C'est ce que j'allais dire, il y en a beaucoup qui peuvent se cuisiner. C'est ça, maintenant il existe aussi des CNO qui sont neutres, et c'est vrai qu'au final on peut les cuisiner, on peut les agrémenter comme on souhaite, et c'est vrai que il y a même des bouquins de recettes maintenant avec les CNO. Avec les CNO, et effectivement, avec les compléments on peut tout faire, et effectivement pour les personnes qui ont du mal à les consommer tels quels, c'est vrai que le fait de les incorporer dans les préparations, ça peut être un bon système pour justement faciliter la prise et avoir les bénéfices quand même de ce complément. C'est ça. Et aussi ce qu'on conseille, et ça je trouve que c'est important de le redire, c'est que le CNO, il est en plus du repas. Il est là, par exemple, à la collation du matin, à la collation de l'après-midi, pour vraiment supplémenter encore plus. Il n'est pas du tout à la place d'un des 3 repas. Tout à fait. Et ça, c'est un complément à l'alimentation. Et voilà, c'est ça. C'est pas un substitut. C'est pas un substitut de repas. Voilà, exactement. Et pareil, c'est vrai qu'on a souvent les gens nous disent qu'ils ont tendance à le prendre d'un coup. Faut se dire que comme l'alimentation, c'est des choses qui peuvent très bien se prendre de manière fractionnée. Et finalement, c'est peut-être aussi la meilleure des solutions pour le tolérer le mieux possible, parce que c'est vrai que souvent c'est des choses qui sont introduites quand l'appétit est pas trop présent, que la digestion est un petit peu difficile. Donc c'est vrai que si on le boit en entier en même pas une demi-heure de temps, ça peut être un petit peu lourd. Ça pèse un petit peu sur l'estomac. Mais c'est vrai que sur pas mal de formes, il y a une petite paille. Et du coup, c'est vrai que c'est pratique. On peut le remettre au frigo et le reprendre une demi-heure plus tard. Il y a des bouchons, il y a des... C'est ça, faut la vraiment... paille, je crois qu'il n'y en a plus depuis l'abolition du plastique. Mais oui, c'est vrai. T'as pas constaté qu'il n'y avait plus de paille ? Mais si, t'as trop raison. Oui, mais c'est déjà... c'est depuis que la paille en plastique, il n'y a plus de paille. Il y a plus de paille. Mais oui, t'as raison. Non, mais franchement, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce que c'est vrai que Mais avant, il y avait des pailles. Mais oui, avant, il y avait des pailles. Bon, alors, du coup, il faut utiliser une paille réutilisable. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'est vrai que quand c'est bu à la paille façon milkshake, ça peut être aussi plus appétissant que au verre ou directement à la bouteille. Pas hésiter aussi à changer les contenants, parce que quand on mange le potage dans la barquette en plastique, ça donne pas du tout envie. Et puis, chauffer au bain-marie aussi. C'est parfois meilleur. Et c'est vrai que rien que de mettre dans une assiette creuse, ça change tout. Ça change tout, dans un beau verre. Complètement. C'est vrai que encore une fois, c'est le plaisir des yeux. C'est vrai qu'on dit souvent, on commence à manger, on mange avec tous ses sens. Et donc effectivement, le fait de servir ça, c'est pas parce que c'est un complément nutritionnel oral qui mérite pas sa belle assiette ou son beau verre. C'est super intéressant. Moi, j'avais envie de te poser une question, parce qu'en fait, ça revient souvent chez les patients. C'est la question du jeûne. Parce qu'en fait, certains patients vont avoir l'idée que jeûner,
va priver le cancer de carburant, vu que c'est un développement de cellules anarchiques dans le corps, et que la source principale de carburant de la cellule, c'est le glucose. En fait, certains patients s'imaginent par un raccourci, en fait, que le jeûne peut être une bonne idée et peut-être un moyen de combattre le cancer. Alors, j'aimerais beaucoup que tu nous expliques en quoi c'est une mauvaise idée pour le patient. Donc effectivement, le jeûne, c'est vraiment une mauvaise idée dans la mesure où finalement, le jeûne peut créer justement et peut accentuer ce phénomène de dénutrition. Et là, pour le coup, on sait que la dénutrition va être quelque chose de très délétère dans le cancer et dans son traitement. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à ne pas recommander ce jeûne et même à le déconseiller aux personnes, puisque finalement, on a besoin justement de toute cette énergie pour alimenter le corps, pour éviter et prévenir ce risque de dénutrition et justement que l'organisme soit le plus fort possible là pour le coup pour lutter contre le cancer. Oui, parce qu'il faut bien préciser les choses. C'est que en milieu hospitalier, si vous n'êtes pas, on va dire, en forme, et que vous pouvez ne pas avoir votre cure. Et ça, c'est important. En fait, avant d'administrer les cures en service hospitalier, on va vérifier les paramètres. Et c'est vrai que si la personne est trop dénutrie, qu'elle a perdu énormément de poids, qu'elle est très très faible, en fait, on perd, on va dire, des chances, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir administrer la totalité du traitement. Des fois, on ne va même pas pouvoir l'administrer du tout, et des fois, on sera obligé de faire une adaptation de dose, ce qui veut dire que du coup, on met en jeu quand même le pronostic du patient. Donc tout ça, c'est vraiment important de le dire et puis d'en avoir conscience. Alors c'est sûr que je pense qu'effectivement, hein, on en a peut-être pas conscience ou pas toujours conscience, hein, puisque finalement, manger, tout le monde le fait. On n'en fait pas toute une histoire en règle générale, mais c'est vrai que la nutrition, en tout cas pour moi, mais c'est peut-être une déformation professionnelle, mais pour moi la nutrition, elle joue un rôle mais quasi à part égale avec le traitement, dans la mesure où effectivement les chimiothérapies bien souvent, ou les immunothérapies ou d'autres formes de thérapie contre le cancer sont bien souvent, les doses sont calculées sur le poids. Donc effectivement, plus le poids va baisser, plus on va être obligé de diminuer la dose. Donc avec une dose qui ne va pas forcément être optimale pour traiter et venir à bout du cancer. Donc c'est vrai que c'est important vraiment de garder justement un état nutritionnel et une bonne alimentation. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que justement, quand on se dénutrit, en fait, on perd ses muscles, hein, on fond ses muscles. C'est parce qu'on n'apporte pas non plus suffisamment de protéines à son organisme, en sachant que les protéines, elles vont être actives et elles vont être utiles pour le système immunitaire. Donc ça veut dire qu'on va être plus fragile aussi aux diverses infections. Ça veut dire aussi que on va s'affaiblir, ça va accentuer la fatigue aussi qui est déjà présente avec les traitements. Donc en fait, il y a plein d'effets délétères à mal se nourrir, on va dire, et à justement opérer des restrictions qui ne vont pas être, finalement, ça n'aura aucun impact positif sur le patient et sur justement ses chances de guérison, si on peut appeler ça comme ça, ou en tout cas, voilà. Et ça n'aura que des impacts négatifs. Au mieux, pas d'impact. Aussi. Mais au pire, des impacts négatifs. Plutôt négatifs, qui peuvent mettre en jeu, du coup, le traitement bon et le bon déroulé des cures. Tout à fait. Et ben en tout cas, je suis super contente que tu aies pu casser cette idée reçue, parce que vraiment, je pense que c'est aussi une idée qui est assez présente sur les réseaux sociaux, et je trouvais que c'était important de pouvoir en discuter avec toi. Et sans être aussi restrictif que le jeûne, il existe aussi des régimes alimentaires un petit peu intermédiaires, où par exemple on ne va enlever que les glucides, c'est les régimes keto. Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots sur ces régimes, et pareil, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée quand on est en traitement de chimiothérapie ?
Alors effectivement, les régimes keto, où on peut entendre cétogène aussi. Ouais. Donc effectivement, c'est des régimes, puisqu'il y a une restriction, donc on peut appeler ça régime, qui finalement favorisent les apports en protéines et en graisses, en lipides, au détriment des apports en glucides. Donc comme tout régime, finalement, à partir du moment où on enlève un groupe d'aliments, où on se restreint dans certains nutriments, dans ces cas-là, finalement, dès qu'on enlève quelque chose, finalement, on crée un effet délétère, en sachant que les glucides, il faut quand même se dire que ce soit chez quelqu'un en bonne santé ou chez quelqu'un de malade, il faut se dire que les glucides, c'est les principaux carburants du cerveau, des muscles, qu'on en a besoin, et que justement, si on les supprime ou si on les réduit, forcément, le cerveau, les muscles ne fonctionneront pas de manière optimale et que forcément on va créer un déséquilibre au niveau des apports. Donc pour moi, le régime cétogène n'a pas, encore une fois, un intérêt probant. D'ailleurs, il n'y a aucune étude qui a montré vraiment d'effets on va dire positif d'un régime cétogène pendant un traitement pour le cancer. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qu'il faut suivre. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Ok, très bien. Et malgré tout, est-ce que ça reste une bonne idée de limiter les sucres transformés, les sucres raffinés, voilà, enfin, pour parler très franchement, les bonbons, par exemple, ce n'est que du sucre très très rapide. Voilà, il y a des personnes qui vont éliminer tous ces groupes d'aliments qui, au final, ne sont pas du tout indispensables. On peut tout à fait éliminer tous les sucres transformés, les gâteaux, aller plutôt vers une alimentation brute, réduire les sucres rapides, très rapides. Ça, est-ce que ça n'a pas l'air d'être une mauvaise idée en soi ? Est-ce que... Alors justement, c'est pas une mauvaise idée en soi. Moi, c'est vrai que souvent, ce que j'explique aux patients, c'est qu'en fait, dans l'alimentation, il faut déjà laisser la place aux aliments qui apportent les fameux nutriments dont on a parlé, les fameuses vitamines, les fameux minéraux. Donc ça, c'est nos fameuses familles d'aliments. Et si on veut s'axer, on va dire, plutôt sur les glucides, les sucres, on en trouve déjà justement dans plein d'aliments, sous diverses formes. En sachant que ces glucides, finalement, ceux qu'il faut apporter en priorité, c'est ceux qui sont justement couplés à des vitamines ou à des minéraux essentiels. C'est-à-dire que ceux qu'il faut apporter, entre guillemets, dans la ration journalière, c'est les glucides qu'on va retrouver dans les fruits, qu'on va retrouver dans les légumes, qu'on va retrouver dans les produits laitiers. Donc c'est dans les féculents aussi, les sucres lents, le pain, les choses comme ça. Donc ça, c'est ceux qui doivent justement être apportés en priorité. Et ensuite, s'il nous reste un petit peu de place, peut-être aller piocher dans ce groupe d'aliments qui, mis à part des sucres, n'apportent rien, n'apportent pas de vitamines, n'apportent pas de minéraux, apportent un peu de plaisir. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même s'en autoriser de temps en temps. C'est ce qu'on appelle les calories vides. C'est ce qu'on appelait avant, c'est un vieux terme. C'est un vieux terme. Je suis pas à la page des recommandations. Non, je pense que ça a été éliminé parce que c'était pas un beau mot finalement. Ouais. Mais effectivement, c'est typiquement ces aliments qui finalement n'apportent que des calories. Encore une fois, c'est pas des aliments à bannir complètement de l'alimentation, mais c'est vrai que c'est des aliments peut-être à restreindre dans la mesure où ils n'apportent rien d'intéressant. Mais encore une fois, il faut se dire que l'alimentation est et doit rester un plaisir. Donc voilà, le fait de s'autoriser quelques petits bonbons ou chocolat de temps en temps, voilà, c'est pas à proscrire. Ok, super. Et là, j'ai une question aussi qui me vient, ça c'est mon côté pharmacien qui ressort. Mais les patients, ils doivent te demander aussi ce qu'ils peuvent prendre en complément alimentaire pour du coup supporter au mieux la période des traitements. C'est vrai qu'il existe tout un tas de cocktails de vitamines, d'oligo-éléments sur le marché. Est-ce que toi, tu conseilles des supplémentations ? Si tu les conseilles, dans quel cadre ? Et est-ce qu'il y a des suppléments à bannir ?
Alors justement, nous à l'UMA, on est quand même bien dotés, on a de la chance d'avoir justement une équipe de pharmaciens qui veillent aussi un petit peu à toutes ces supplémentations. C'est vrai que moi, bien souvent, je me tourne quand même vers eux, puisqu'on sait qu'il y a quand même pas mal de suppléments qui peuvent rentrer en interaction ou en tout cas majorer certains effets des chimiothérapies notamment. Donc c'est vrai que en termes de supplémentation, ce que je peux recommander de temps en temps, c'est éventuellement, alors encore une fois sous couvert de notre équipe de pharmacie, peut-être certains probiotiques, notamment quand il y a des perturbations au niveau du transit et qu'on n'arrive pas forcément à réguler. Après, au niveau supplémentation vitaminique, honnêtement, moi je n'en conseille pas très souvent. C'est plus finalement sur demande du patient que je vais leur dire, oui, effectivement, ce type de suppléments, vous pouvez les continuer. Voilà, notre pharmacien nous a dit qu'il n'y avait pas d'interaction. Par contre, c'est pas moi qui irai leur dire, prenez telle ou telle chose. Oui, en fait, de ton point de vue, l'alimentation se suffit à elle-même. Tout à fait. Et si c'est dans les habitudes du patient de se supplémenter, pourquoi pas continuer, mais tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'interaction avec les traitements qui sont en cours. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un épisode avec un pharmacien du service. Je pense que ça serait bien, effectivement. Pour savoir quelle plante on peut prendre, quelle plante on ne peut pas prendre, ça c'est encore un sujet vraiment encore et puis peut explorer, je pense aussi. Complètement. Et pas encore, finalement, je sais qu'il y a quelques, sur certaines plantes, tout ça, il n'y a rien de vraiment probant, donc on a des prémices de certaines choses, mais on n'est pas encore sûr, donc voilà, c'est encore une fois quelque chose à bien signaler, je pense, les patients, justement, s'ils prennent des choses à base de plantes ou des supplémentations vitaminiques, je pense que ça, c'est important de le signaler lorsqu'ils sont en traitement, pour que justement, les pharmaciens ou les médecins puissent vérifier si ces traitements peuvent être continués pendant le traitement ou si ils doivent être suspendus à cause de potentielles interactions possibles. Et par exemple, des supplémentations en magnésium, c'est une bonne idée selon toi ou... Alors ça, moi j'avoue que j'ai pas d'avis vraiment tranché. Je pense qu'effectivement le magnésium, ça peut par cure, ça peut pas faire de mal de temps en temps. Comme tout à chacun, encore une fois, on a dit qu'on soit malade ou pas, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire régulièrement et qui peuvent faire du bien. Donc pour moi, oui, des cures de magnésium de temps en temps peuvent être assez pertinentes, on va dire, à faire. J'avoue, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Non, mais c'est très bien, du coup, j'ai des idées d'épisodes qui te viennent, pour explorer tous ces sujets. Mais oui, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que le patient, il a envie d'être acteur aussi de ces traitements. Et c'est vrai que toute la partie chimiothérapie, cure, il n'en a pas du tout le contrôle. Ouais. Et s'il peut avoir ne serait-ce qu'un tant soit peu de contrôle sur peut-être un complément alimentaire qu'il aurait à côté, c'est vrai que ça peut aussi lui permettre de mieux accepter la situation. Et c'est vrai que dans certains cas, ça peut être bien. Mais toujours à demander l'avis des professionnels qui suivent le patient. Chaque patient est unique, chaque situation médicale est unique. Et il faut toujours, avant de s'automédiquer, ça, je pense que c'est un message important, bien sûr, demander si c'est possible et s'il n'y a pas d'interaction avec les traitements en cours. Mélanie, merci beaucoup, j'étais vraiment ravie de cette interview avec toi. J'ai pu te poser toutes mes questions, toutes les questions aussi que les patients m'avaient posées. Et c'est vrai que moi, la nutrition, c'est pas mon sujet d'expertise. Et du coup, c'était vraiment très, très intéressant de discuter de tout ça avec toi. Alors, merci beaucoup pour ton temps, merci pour cette interview. C'était vraiment très, très bien. Avec plaisir. Merci Mélanie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu,
N'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cans.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.